Marcello se propose aujourd'hui de discuter d'un texte. Qu'est-ce que c'est qu'un texte scientifique à l'époque des LLM? Et je vais lui laisser la parole. Merci encore une fois, Marcello, d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre du séminaire. Merci beaucoup, Mabouka. Vous m'entendez bien? Super. Super. Donc oui, d'abord, c'est un énorme plaisir pour moi d'être même à distance avec vous. Ça me fait vraiment plaisir de continuer à suivre les travaux de votre groupe depuis 2016, la première fois que je suis venu à Lyon, invité par Christine. Donc voilà, c'était mars 2016. Donc merci, merci beaucoup. C'est vraiment un grand plaisir. Et en fait, depuis mars 2016, il y a quelque chose qui a changé quand même, c'est que les mots à la mode ne sont plus les mêmes. En 2016 encore, on pouvait parler de numérique, hein, à l'époque du numérique, ça s'appelait toutes mes conférences. Aujourd'hui, le numérique n'est plus sexy, ça excite plus personne et on parle d'autre chose. Mais en fait, il faut faire très attention avec ces mots. Je disais à l'époque que le numérique ne veut rien dire. Aujourd'hui, je dirais intelligence artificielle ne veut rien dire. C'est encore une fois un mot médiatique hein, qui relève du discours publicitaire fondamentalement et repris par les médias. Donc, faisons attention, mais quand même, pour être un peu racolaire, parce qu'en tant que chercheurs et chercheuses, nous devons aussi vendre notre soupe. Donc, je le mets quand même dans mes diapositives. Mais au lieu de parler d'intelligence artificielle, je parle quand même de LLM. Au moins, c'est un peu plus précis, donc de Large Language Models. Quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, hein, fondamentalement, ce à quoi on fait allusion, ce sont des applications basées sur des grands modèles de langage ou, pour être un peu plus large, des grands modèles de langage et d'autres médias, par ce qu'on appelle aujourd'hui désormais les frontier models ou LXM, c'est-à-dire que ce sont des modèles qui ne sont pas entraînés seulement sur des corpus textuels, mais aussi sur des corpus d'images, d'audio, etc. Donc, on peut faire plusieurs choses. Mais bon, le fond reste plus ou moins le même. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la question du texte. Donc, je vais me concentrer un peu sur comment on peut encore aujourd'hui se poser la question du texte à l'époque des LLM. Alors, qu'est-ce qu'un texte? Je pense qu'aujourd'hui, la question est encore plus urgente à se poser. On a vu justement, il y a depuis 30 ans, on se pose la question que devient un texte à l'époque du numérique en prenant en compte toute une série d'enjeux qui sont liés justement à la numérisation, au développement et à l'apparition d'une série de formats de production, d'écriture, de diffusion, à une série de modes hein, de transmission et d'accès au texte. La théorie de l'éditorialisation est née un peu dans ce moment-là, hein, au début des années 2000, quand on commençait à se rendre compte qu'une grande partie de nos textes circulaient désormais, étaient produits et circulaient désormais dans des environnements numériques. Aujourd'hui, la question, qu'est-ce qu'un texte? Et alors, si vous pensez, hein, évidemment, mon titre faisait un peu allusion au fameux article What's Text Really de Desroses et autres, qui était de 1990 et qui a donné lieu à l'apparition de XML. Hein, donc, c'était un peu le début de la modélisation du texte à l'époque du numérique. Alors, qu'en est-il aujourd'hui à l'époque de LLM? Parce que les LLM, en fait, nous proposent une version de ce qu'est un texte. Et moi, ce qui me inquiète aujourd'hui, c'est que cette version de ce qu'est un texte devient de plus en plus naturalisée. On pense que c'est pratiquement la seule manière pour penser le texte. Alors, qu'est-ce qu'un texte pour un LLM? Et je pense d'ailleurs qu'on pose très souvent les mauvaises questions, hein, donc les questions relatives à l'originalité, l'humain, la place de l'humain. Je ne pense pas que ce soit les bonnes questions à poser quand on parle d'applications basées sur des LLM. Alors, petite parenthèse, je parle d'applications basées sur des LLM, c'est-à-dire l'LLM est juste le modèle des langues, c'est-à-dire c'est une représentation numérique, c'est-à-dire une série de chiffres qui représentent un espace sémantique qui est l'espace d'une ou plusieurs langues. Okay? Ça, c'est le modèle des langues. Le modèle des langues, en soi, il ne fait rien. Il est là. Ce sont des chiffres. Ensuite, je peux prendre une application, la brancher dessus et lui demander de faire des opérations en se basant sur ce modèle-là.
Hein, c'est exactement la même différence. Je peux avoir le modèle de cette pièce où je me trouve, ben, c'est une maquette, ben, admettons en 3D de la pièce où je trouve. Elle ne fait rien. Puis je peux avoir une application qui utilise ces modèles, par exemple, pour calculer combien de temps il me faut pour traverser la pièce, etc. Donc là, par exemple, un chatbot, ChatGPT les autres, ou Notebook LM, toutes ces applications, en fait, sont basées sur des LLM, mais ensuite, elles ont d'autres couches applicatives. Hein, il faut faire très attention. Je lisais récemment des bêtises dites par François Rastier, qui montre ne pas très bien connaître la technique, qui dit que comment il disait, les pré-chi, pré-chat wokistes se retrouvent dans les applications, se retrouvent dans les chatbots parce qu'il est majoritaire dans les corpus d'entraînement. Or, ça, c'est évidemment faux. Hein, dans les corpus d'entraînement, il n'y a pas une majorité de pré-chi, pré-chat wokistes au-delà du jugement sur le wokisme. Moi, je suis très woke, donc évidemment, je suis contre ce type de discours. Mais François Rastier, en vrai, il dit que ChatGPT utilise l'inclusif parce que dans les corpus, il y a plus d'inclusif que non. Ben, évidemment, c'est bête. Donc là, pourquoi effectivement il y a quelque chose qui relève d'un discours un peu de gauche, un peu woke sur des applications de ce type? Ben, ça dépend de l'enforcement learning, qui ne fait pas partie du modèle, hein, qui est rajouté par-dessus. Hein, donc c'est toute une autre chose. Donc faisons attention quand on utilise LLM ou application. Donc je disais, c'est quoi l'idée des textes donc, qui est portée, qui est implémentée plutôt dans un LLM, donc dans le modèle lui-même. Alors, je vais essayer d'aller un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais fondamentalement, comment fonctionne un LLM? Bah, on tokenise des caractères, pas des mots, des caractères. Hein. C'est ce qu'on utilise normalement, c'est ce processus qui s'appelle un byte pair encoding. Celui qui utilise ChatGPT celui qui utilise GPT, donc le modèle, s'appelle TikToken. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend des caractères, il transforme, il essaye de deviner de façon inductive hein, quelles sont les chaînes de caractères les plus courantes et il en fait des tokens. Donc, il ne part pas d'un dictionnaire, hein, il part d'une chaîne de caractères et il regarde, bon, il voit que ET espace, ça revient souvent. Donc, il s'est dit, bah, ça, c'est un token. Voilà, donc c'est comme ça qu'il le fait. Ensuite, il transforme chaque token en une série de zéros et en un autre encoding d'abord, c'est-à-dire chaque mot est une série de zéros et un 1 à la place du token en question. Et ensuite, on fait l'encodage des vecteurs pour, donc à travers un réseau de neurones, hein, pour avoir des vecteurs sémantiques. On ajoute la self-attention. En gros, ce sont 3 vecteurs qui permettent de tenir en compte, donc de rajouter des dimensions aux vecteurs sémantiques pour tenir en compte le contexte dans lequel le vecteur est utilisé. Par exemple, quand je dis tour de Pise, le mot tour a un sens différent que quand je dis tour Eiffel. Okay, donc, je déplace le sens du mot hein, selon son contexte, les mots qui sont autour, hein, avec ces 3 vecteurs que j'ajoute. Je fais un feed-forward, donc un entraînement en utilisant simplement un perceptron multicouche, donc c'est très simple pour apprendre les poids finaux. Et ensuite, je fais une normalisation et une softmax, c'est que ça me donne à la fin, c'est une distribution de probabilités, c'est-à-dire sur la base, chaque mot est transformé en un vecteur sur la base de sa présence, on va dire, dans le corpus d'entraînement. Donc concrètement, ce que fait un LLM, c'est il transforme des éléments, des bouts de chaînes de caractères en vecteurs pour calculer, donc pour les placer dans un espèce d'espace cartésien multidimensionnel avec 3 millions, 3 milliards de dimensions, peu importe, beaucoup de dimensions. Alors, ces dimensions, elles essayent d'incarner le sens de ces textes, mais c'est quoi le sens? Le sens, c'est l'ensemble des rapports distributionnels d'un token par rapport au reste du corpus. Donc ça, c'est la représentation du texte. Donc concrètement, un texte, c'est une chaîne de caractères. Point. Donc aucune idée experte là-dedans. Il n'y a pas l'idée de mots, il n'y a pas l'idée de phrases, il n'y a pas l'idée de rien. Hein. Ce sont des caractères qui sont classés et structurés les uns par rapport aux autres sur la base de la distribution statistique de ces caractères dans l'ensemble du corpus observé. Cela donne des résultats qui sont absolument magnifiques
d'un point de vue de gestion de la langue naturelle, vous le savez. Mais en fait, la notion des textes, au niveau de qu'est-ce qu'un texte, bah, la réponse finale du LLM, le modèle théorique des textes qui est derrière un LLM, c'est un texte, c'est une série de caractères qui ont des liens statistiques entre eux. C'est tout ce qu'il y a. C'est une simplification d'une approche structuraliste à la langue. Alors, je renvoie aux études, par exemple, de Juan-Luis Gastaldi, qui fait une étude du rapport entre l'hypothèse distributionnelle, qui est évidemment implémentée dans les LLM, et l'idée plus complexe des structuralistes, donc avec la différence entre paradigmes, etc. Donc, l'LLM est une version simplifiée d'une approche structuraliste à la langue, mais qui part donc des structures très, très basiques qui sont les seules implémentées d'un point de vue théorique, c'est-à-dire la chaîne des caractères. Alors, évidemment, la question qui me semble importante de nous poser, c'est, OK, et quid de l'approche au texte qui caractérise les sciences humaines depuis, je dirais toujours, hein, si vous voulez prendre un moment de début, l'hellénisme, donc la philologie helléniste à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ à Alexandrie. Après, si vous voulez prendre un autre moment pour citer Florence, l'humanisme florentin et le développement de la philologie par des gens comme Lorenzo Valla au XVe siècle ou avant lui Pétrarque, etc. Donc, et puis toute notre tradition philologique et de traitement du texte avec des modèles bien plus complexes, où en fait il y a toute une ontologie riche du texte. Le texte n'est pas du tout une série de caractères, mais c'est des mots qui ont un sens, des titres, des intertitres, des entités nommées, des notes à bas de page, des ratures, des variantes, etc., etc. Alors, le problème fondamental, et là je reviens à mes amours, le problème fondamental est que une version simplifiée du texte n'est pas quelque chose de nouveau qui arrive avec GPT. Malheureusement, cette version unique du texte, alors là, ce à quoi je voudrais m'attaquer aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est l'idée. Il n'est pas possible, donc ça c'est un peu le take-away message de ce que j'ai à dire dans cette demi-heure qui maintenant, il me reste quoi, 15 minutes. Donc le take-away message, c'est on ne peut pas réduire le texte à un modèle épistémologique unique, peu importe lequel. Il est nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, de travailler ensemble pour qu'une multiplicité d'approches épistémologiques au texte reste possible et qu'on ne soit pas écrasé par une convergence des modèles textuels qui naturalise une vision du texte. Le problème n'est pas que cette vision du texte soit bonne ou mauvaise. Je ne suis pas en train de dire que la vision du texte des LLM n'est pas intéressante ou n'est pas riche. Elle est super riche, par exemple, d'un point de vue de possibilité de représenter l'usage d'une langue naturelle. Ça serait stupide de dire que les LLM n'ont pas un intérêt immense. Et ils nous disent des choses très riches, selon moi, plus sur la langue que sur le texte, mais bon, enfin, sur la langue, sans doute, ils nous disent des choses vraiment très intéressantes. Donc, en tant que linguiste, vous en savez plus que moi. Mais le problème ici, c'est juste, est-ce que nous souhaitons que le texte soit réduit, donc qu'il y ait une réponse à la question de Desroses de 1990, what's text really? Le problème, évidemment, de ce texte manifeste qui introduisait XML, qui a été l'idée à la base d'XML, c'était justement ce what's text really? Comme s'il y avait une seule réponse. Donc, le problème, c'est que, à mon avis, quand il y a une seule réponse, il y a un problème. Parce que pour nous, en sciences humaines, il est nécessaire de pouvoir préserver une multiplicité d'approches épistémologiques à ce qu'un texte est, parce que cette multiplicité, c'est la nature même des études en sciences humaines. Cette multiplicité des paradigmes épistémologiques sur ce qu'est un texte. Et en fait, cette multiplicité n'est pas menacée par ChatGPT. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, justement, qui est à la mode aujourd'hui. Et ce n'est pas le numérique non plus.
le grand problème est un impact immense de 2-3 entreprises qui, en fait, formatent, dans le sens premier du mot, j'irais bien dire, nos usages, nos pratiques et nos idées, nos conceptions, nos théories. Alors, ce formatage, pour moi, l'exemple le plus fort et le plus violent, et d'ailleurs encore plus dangereux, parce que sur les chatbots, en fait, il y a tout un discours parce que les gens s'épouvantent du fait qu'un algorithme soit capable d'écrire. Moi, ça me choque pas trop. Ce qui me choque plus, c'est que la totalité ou la quasi-totalité des textes que nous produisons soient formatés de manière radicale par ce que j'aime appeler avec Julien Déhu la glue Microsoft. Donc, le format DocX comme format naturalisé, en fait, il pense et il produit du sens autant qu'un chatbot. Et alors, quels étaient les principes? Évidemment, là, vous voyez, hein, c'est mon image que j'aime beaucoup d'ailleurs, je pense que je l'ai récupérée de Antoine, cette image-là. En tout cas, vous voyez, il y a le bonjour dans un petit coin de l'écran. Donc ça, c'est un document, ce sont quelques documents qui sont dans l'archive DocX pour un fichier dans lequel il y a juste écrit bonjour. Okay? Donc là-dedans, il y a une vision du texte, une théorie du texte qui est implémentée dans les formats et qui pas seulement conditionne, pas seulement structure, mais donne le sens à la totalité de ce qui passe par ces formats. Il faut l'imaginer, un format c'est ça, hein, c'est une espèce justement de moule dans lequel ce qui passe prend une forme particulière et donc il y a quelque chose qui peut être pensé, quelque chose qui ne peut pas être pensé dans ces formats. Donc avec des principes comme l'interface graphique, imaginez l'imprimé, mais un imprimé particulier, l'imprimé A4, pensez à des formes bureautiques comme objectif ultime de l'écriture, une équivalence entre format et programme, et en fait, le fait de réduire toute possibilité d'écriture, à quoi? Fondamentalement, au modèle dominant que cette entreprise avait dans les années 80, c'est-à-dire, on ciblait qui? On ciblait la bureautique des entreprises. Donc, en fait, tout texte, fondamentalement, c'est une lettre ou un rapport interne, un ordre du jour, c'est-à-dire tout le matériel qui était traité par les systèmes bureautiques des entreprises des années 80 et qu'ensuite, aujourd'hui, est devenu la structure et le format du texte par excellence. Avec cette idée de ce format peut être les seuls utilisés, parce que de toute manière, que j'écrive bonjour avec Word ou avec un autre logiciel, qu'est-ce que ça change? Mais en réalité, non, c'est toute une philosophie du texte, c'est toute une philosophie de ce que sont les mots, de ce que sont les mots à l'intérieur d'une structure importante, donc de ce que peut être un titre, une note à bas de page, justement une variante, etc. Tout ça est remis dans cette espèce de glue parce que toute cette interprétation n'est pas visible dans Word, et en fait, c'est là-dedans que se perdent une grande partie, la presque totalité des choses que nous écrivons aujourd'hui. Donc, avec des effets aberrants comme une perte des compétences, une perte des contrôles et aussi une perte d'utilité, parce qu'on utilise un ordinateur comme une machine à écrire, alors autant vaudrait, parce que c'est comme ça que le modèle a été pensé, autant vaudrait utiliser encore une machine à écrire parce que ça fonctionnait mieux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réponses et d'autres théories? Évidemment, surtout en France, on pense immédiatement à TI, à la Text Encoding Initiative, en effet, à l'approche XML, qui est depuis toujours, justement depuis les années 90, une tentative de implémenter dans des formats numériques une série de théories du texte qui structurent les sciences humaines. Et donc la réponse de Rose et les autres dans What's Text Really, avec cette idée de structure ordonnée des contenus, hiérarchique, donc Ordered Hierarchic, je ne sais jamais l'acronyme ce que veut dire, OCO, donc cet objet qui est fait de structures ordonnées, donc
la structure typique du XML avec des balises à l'intérieur desquelles il y a d'autres balises, donc des structures à l'intérieur des structures, etc. Bah, évidemment, nous permet, en plus TI, nous permet de développer chacun son modèle et chacun sa vision du texte. Mais en fait, il faut faire attention. Il ne faut pas penser, encore une fois, à TI comme si c'était le format pour les tuer tous. Parce que TI aussi, malgré le fait que ça soit un métaformat, donc on peut créer autant de formats qu'on veut, autant de spécifications qu'on veut, par exemple, parce que je fais une édition critique, que je fais une édition génétique, ou non, j'écris un article et donc j'utilise Commons, etc., etc. Donc on peut en utiliser autant qu'on veut, mais en fait, il y a une vision de ce qu'est les textes qui ne va pas changer, un point d'entrée dans les textes qui est penser les textes comme une série d'objets qui peuvent être placés à l'intérieur d'une ontologie. Alors, ce que fait l'approche XML, pas seulement TI, mais l'approche XML en général, c'est de penser le texte comme une série d'objets qui peuvent être tagués pour leur donner leur définition ontologique. Ça, c'est un titre. Et alors, bien sûr, ou ça, c'est une note, ou ça, c'est un nom qui a un attribut, etc. Bien sûr, ça peut être une approche, mais en fait, il peut ne pas convenir à tous les exigences et à tous les besoins théoriques et philosophiques. Alors là, je vous fais l'exemple que j'aime beaucoup de Ekdosis et de Robert Alessi, donc un collègue du CNRS à Paris, helléniste, qui a développé, en fait, c'est ce que j'aime beaucoup de sa démarche, outre que le produit, donc c'est paquet LaTeX qui s'appelle Ekdosis, qui est d'une beauté et d'une élégance extrême, mais ce que j'aime beaucoup de cette approche, c'est que Robert devait faire, donc je vous raconte un petit peu l'histoire, Robert devait faire l'édition critique des épidémies d'Hippocrate pour les belles lettres. Donc là, on part d'un besoin très très précis et très situé. Ok ? Je vois beaucoup de personnes qui savent déjà toute cette histoire. Arthur, je m'excuse. Le besoin est super précis. C'est un besoin épistémologique d'une édition particulière. Donc, vous imaginez la quantité de détails philologiques qui portaient ce besoin. C'est un helléniste qui réfléchit, et c'est un helléniste, bon, les belles lettres lui demandaient 2 fichiers Word, un avec les textes établis et un autre avec la paracritique, avec les références croisées. Et donc, autant dire, bah, Robert leur a dit, bah, dans ces cas, je vous donne directement un manuscrit, parce que c'est peut-être mieux qu'une chose de ce type. Vous imaginez l'horreur ensuite pour faire l'édition. Donc, il a négocié avec les belles lettres de pouvoir leur donner un PDF prêt à imprimer. Et donc, pour ce faire, il a développé un paquet LaTeX pour le faire. Alors, c'est quoi l'intérêt là-dedans? Bon, déjà, ce besoin de départ. Alors, le fait, c'est que LaTeX, si j'arrive à... voilà. LaTeX est un logiciel, vous savez, inventé par Knut dans les années 70, là aussi pour un besoin très précis, hein, c'était pour imprimer son livre sur l'art de la programmation. Et en fait, il y a une chose assez différente structurellement de LaTeX par rapport à XML, c'est que LaTeX est un format qui ne pense pas une ontologie du texte. Donc, les balises LaTeX ne signifient pas ça, c'est un titre. Les balises LaTeX sont des fonctions, déclenchent des fonctions, donc des opérations qui sont faites au moment où le parseur LaTeX lit cette partie du texte. Donc, si j'ai par exemple slash title, accolade et puis mon titre, ben en fait, ce que fait LaTeX, c'est que quand il lit mon titre, il déclenche une fonction qui est appelée par title, qui fait une série d'actions. Et donc, par exemple, bah, elle peut prendre ce truc et le mettre dans la table des matières, prendre ce truc et le mettre en gros au milieu de la page, prendre ce truc et créer un fichier XML dans lequel on met une balise title, puis je mets les titres. Donc, en fait, LaTeX fonctionne de façon linéaire, tandis qu'XML, non.
hein. XML, il n'a pas de notion de linéarité, ce qui est très bizarre. Parce qu'en fait, nous, quand on lit un texte, on le lit normalement de façon linéaire, pas de façon tabulaire, hein. C'est-à-dire, on ne lit pas tous les titres. Alors, oui, on peut le faire, mais on le fait quand on l'indexe. C'est-à-dire, XML implémente bien une idée d'indexation du texte. Mais il est très loin d'une idée de lecture. La lecture, pour nous, est linéaire. Nous lisons une chose après l'autre, puis nous mettons dans notre tête, hein, quand nous lisons un titre, nous disons, OK, ça c'est le titre, je m'en rappelle, puis je passe la page et je continue à lire, etc. Et la tech fonctionne de cette manière. Donc, la tech représente bien un rapport théorique au texte proche de celui de la lecture. Et dans le cas de l'édition critique, il représente bien le geste de lecture experte qu'un philologue doit faire pour s'approprier un texte critique. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je lis, puis je vois un mot, je passe l'œil sur la paracritique pour voir qu'il y a des variantes, puis je remonte à haut, puis en fait, j'ai implémenté. Vous vous rappelez l'histoire magnifique de Merleau-Ponty, de la dame avec le chapeau sur la plume sur le chapeau qui baisse sa tête parce que le chapeau fait désormais partie de son corps, hein, cette idée-là. Donc, la dame, elle sait comment baisser la tête pour ne pas que la plume de son chapeau se prenne dans la porte. C'est exactement la même chose, la lecture d'un texte critique par un philologue ou une philologue. C'est le fait d'avoir incarné, hein, un mode d'appropriation et de parsing, hein, du texte qui en fait représente et incarne un modèle épistémologique de ce qu'un texte est. Ça, XML n'arrive pas à le faire, ce qui ne veut pas dire qu'XML n'est pas bon. XML, c'est génial. C'est TI, ce sont une multiplicité de modèles très riches et absolument passionnants. Mais il n'implémente pas, ah ok, je vois aussi, il y a un rock aussi, mais il n'implémente pas, hein, cette lecture linéaire qui est celle du ou de la philologue qui lit une édition critique. Et donc là, vous voyez, l'idée d'Ecdosis, c'est que j'écris mon texte avec mon appareil critique. Là, vous voyez, j'ai des lemmes, j'ai des commentaires, etc. Et tout ça produit à la fois deux sorties, une sortie PDF. Ici, vous avez qui est utilisée ensuite pour l'impression et qui en fait sert beaucoup aux philologues parce que c'est cette vision-là du texte qui est celle qu'il a implémentée et incarnée dans ses façons de lecture. Donc, on peut dire autant qu'on veut, ah non, mais il faut séparer le contenu de la forme. Oui et non, parce que où est le contenu et où est la forme, hein? Et dans la lecture du texte critique, on voit que les deux sont beaucoup plus mélangés que ça. Donc, en fait, la capacité de lecture d'une édition critique de ce type, comme vous la voyez là, en passant du texte à l'appareil critique, aux différents niveaux d'appareil critique, etc., c'est le contenu, parce que c'est le modèle ontologique, hein, c'est le modèle épistémologique du texte. Et puis, vous avez une sortie en TI. Donc, vous voyez, il y a une compatibilité entre le texte lu et le texte approprié au moment de la lecture par le philologue, la philologue, et le texte indexé, le texte, dit Robert, fait pour les machines. Je ne sais pas si je suis d'accord avec cette formulation, mais en tout cas, c'est un texte indexé qui répond à un autre paradigme épistémologique, qui est celui donc de l'indexation du texte comme série d'éléments ontologiquement structurés. Donc ça, c'est une variante, ça, c'est un lemme, etc., etc. Ça, c'est une note, etc. Alors, vous voyez, ce que je disais, c'est il y a des choses qu'on ne peut pas penser et qu'on pense seulement, c'est les formats qui pensent, hein. Là, j'utilise une édition qui a été faite par Mathilde Verstraat, qui est en train de faire donc l'édition Ecdosis d'une édition de la Siloge Parisina faite par Lucia Floridi, une helléniste italienne que nous allons publier avec les presses de l'Université de Rouen et du Havre. Donc là, il y a un commentaire qui est vraiment intéressant. Donc Mathilde se demande, est-ce que je devrais déclarer et shorthand plutôt? Alors, petit commentaire, ici, Lucia, qui avait écrit son édition à Word, avait juste appliqué, hein, essayé de tirer le format Word pour qu'il représente plus ou moins, hein, les compétences du philologue donc dans cette lecture que je viens de montrer. Donc, on singe
c'est vraiment changer hein, la structure de la page imprimée avec Word. Et en fait, elle écrit EDD qui signifie normalement hein, editores, donc tous les éditeurs disent, donc ici nous avons un truc, Ripsai ou Ripsai, là vous voyez Ripsai avec un circonflexe ou Ripsai avec un accent aigu, et en fait la forme que Lucia préfère, c'est la forme Ripsai avec un circonflexe. Pourquoi? Elle dit, bah, tous les éditeurs la préfèrent. Ce qu'elle veut dire, par contre, est un peu ambigu, parce que l'idée tous les éditeurs le préfèrent peut signifier deux choses différentes en réalité. Ou bien que c'est une correction triviale. Donc ça, Ripsai avec un aigu, c'est clairement une erreur d'orthographe, et donc il faut préférer la forme corrigée. Donc, en fait, c'est juste, tout le monde va préférer cette forme parce que c'est évident que c'est comme ça. Ou alors, ça peut vouloir dire que réellement, toutes les éditions qu'elle a consultées corrigent. Là, vous voyez, ce sont sémantiquement deux choses complètement différentes. Hein. Mais Ecdosis vous dit qu'il est possible, qu'il est nécessaire de déclarer dans les préambules du document toutes les sources utilisées et qu'ensuite on peut créer des groupes de sources pour dire bah, cette variante est celle que je trouve dans ces groupes-là. Donc là, vous voyez que si je mets EDD juste comme texte, hein, et je suggère donc que la correction est triviale, ça veut dire juste que la correction est triviale, donc c'est clairement une faute d'orthographe. Si je mets un groupe de variantes, un groupe de sources qui reportent cette correction-là dans les préambules, là, je suis en train de dire que je suis allé vraiment consulter toutes ces sources-là et que réellement, dans toutes ces sources-là, la forme Ripsai est corrigée avec les circonflexes. Ce sont deux idées, bah, vous me direz, ça revient plus ou moins au même. Bah non, pas du tout. Dans un cas, je suis en train de dire que le philologue a passé son temps à regarder si dans toutes les sources l'erreur était corrigée. Dans l'autre sens, il dit juste que dans les dictionnaires, c'est écrit comme ça. Donc vous voyez, ce sont deux choses complètement différentes. Mais cette chose-là, vous ne pouvez pas la penser dans Word, juste parce qu'il n'y a aucune différence entre EDD et EDD. C'est la même chose. Mais si vous êtes dans un format qui vous oblige à choisir ce que vous êtes en train de déclarer, donc je déclare des sources dans les préambules ou non, bah alors là, il y a un concept qui émerge dans le format. Donc là, ça c'était un exemple juste pour vous dire, il y en aurait des millions, hein, mais pour vous dire en quoi ces choix ne sont absolument pas triviaux, au point où au point de tous les détails. Hein. Chaque détail de balise utilisée. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand on regarde la Blue Microsoft, chacun de ces caractères rose et vert compte et chacun de ces caractères porte une vision du monde et dit quelque chose. Vous croyez avoir écrit bonjour, en réalité, c'est pas écrit, c'est pas vous, mais c'est le logiciel qui a écrit des milliers, je pense autour de 170 000 caractères quand vous écrivez bonjour. Lui, il écrit en plus 170 000 caractères. Et ces 170 000 caractères, ben en fait, chacun porte son sens comme les DD de Mathilde ici, et il choisit pour vous hein, c'est que finalement on pense. Donc, pour finir, bah, mais je vais aller très vite parce que je veux finir parce que je suis déjà un peu en retard, mais j'aime beaucoup l'analyse. Donc là, je vous ai cité hein, TI, je vous ai cité Ecdosis, donc pour des approches au texte très savants ou pour des besoins très spécifiques par rapport au texte. Hein. Là, ici, je vous parle de édition critique d'un texte classique grec. J'aime beaucoup la réflexion qui est implémentée, la réflexion sur les textes qui est implémentée dans Pandoc. Et là, je sais que j'ai des amis dans la salle à ces propos, et notamment Arthur qui connaît bien tout ça. En fait, depuis quelques années, j'étudie le code de Pandoc, qui est donc un logiciel de conversion et de parsing de fichiers
texte, qui a été créé par un philosophe, hein, c'est ça, encore une fois, c'est intéressant. Donc, ce sont les personnes qui développent les modèles théoriques du texte, qui peuvent, seulement ces personnes-là, qui peuvent développer des formats, hein, qui peuvent s'occuper de la production des outils numériques pour gérer ces textes, parce qu'il faut, dans chaque petit choix technique, il y a toute une philosophie. Et donc, j'aime beaucoup l'étude du code de Pandoc qui est écrit en Haskell, qui est un langage fonctionnel assez complexe, mais bon, enfin, je l'ai appris pour faire ça, pour voir de quelle manière, donc, McFarlane, qui est la personne qui a écrit Haskell, qui a écrit Pandoc, pardon, a justement modélisé ce que les textes peuvent être, parce que Pandoc, évidemment, pense à un texte plutôt généraliste, hein, pas des besoins très, très spécifiques, mais des besoins très larges, hein, et il répond, je trouve, assez bien aux représentations textuelles, disons, de base en sciences humaines, et en particulier, sciences humaines et sociales peut-être, justement parce que ça vient de quelqu'un en sciences humaines, et pour les usages de tous les jours, c'est assez intéressant, et je trouve que c'est assez intéressant de jouer avec cet outil pour, même pour le développer, hein, pour le tirer et l'adapter d'un côté et de l'autre, et pour comprendre surtout comment nous pouvons avoir des représentations du texte aussi que nous pouvons partager dans des communautés un peu plus larges que juste celle d'un petit groupe de philologues. Mais en tout cas, bon, tout ça pour dire que il y a la possibilité d'avoir une multiplicité de modèles textuels. Ça demande du bricolage collectif pour créer, maintenir nos formats, nos outils et donc à la fin nos visions du monde, en se rappelant toujours, et c'est ça le point le plus important, que ce n'est pas les grands auteurs qui pensent et qui écrit, et que donc le danger c'est quand c'est pas Marcello mais c'est ChatGPT qui a écrit les textes. C'est pas là que ça se joue. Hein. Ce sont les formats qui pensent, c'est les formats qui pensent, et donc prêtons une attention particulière à ces détails qu'on pourrait croire de peu d'importance, triviaux, etc., et qui en réalité constituent, hein, le noyau même de notre pensée en sciences humaines. Merci.